Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 23e rencontre organisée par la chaire Valeurs et politique des informations personnelles de l'Institut Mines-Télécom en partenariat avec le Comité national pilote d'éthique du numérique, la chaire Connected Car and Cybersecurity Télécom ParisTech, sur la question du véhicule autonome et en particulier sur les enjeux éthiques que ce véhicule peut nous poser dans notre société numérique contemporaine. Je voudrais remercier pour son accueil chaleureux dans ses locaux l'Université de la Sorbonne qui nous accueille au cœur de Paris aujourd'hui, même si la majorité d'entre vous se trouve hélas à distance pour suivre cette conférence. Donc, je suis Claire Levallois-Barthes et je suis la coordinatrice de la chaire Valeurs et politique des informations personnelles et je suis membre du Comité national pilote d'éthique du numérique. Alors, au programme aujourd'hui sur cette question du véhicule autonome, d'abord quelques mots d'introduction par Claude Krichner, du Comité national pilote d'éthique du numérique, donc qui préside ce comité. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Claude Kirchner, je suis directeur de recherche émérite d'INRIA. Je suis également, donc, comme le disait Claire, directeur du Comité national pilote d'éthique du numérique. Et je suis aussi membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. À ce propos, Jean-François Delfrécy, qui préside le CCNE, m'a demandé de l'excuser. Il ne pouvait pas être là ce matin. Il n'arrive pas à se dupliquer en plusieurs pour pouvoir contribuer à tous les événements dans lesquels le CCNE en particulier et lui-même sont impliqués. Et pourquoi est-ce que le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, est impliqué ici? Parce que le Comité national pilote d'éthique du numérique travaille sous l'égide du CCNE pour les sciences de la vie et de la santé, parce que dans cette version pilote donc demandée par le Premier ministre en 2019, le comité travaille sous l'égide du CCNE, et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons développé nos travaux depuis 2 ans. Au bout de ces 2 ans, on arrive maintenant à une situation où on devrait arriver à une pérennisation de ce type de structure avec un comité consultatif national du numérique qui se met en place dans les prochaines semaines, les tout prochains mois, et donc pour poursuivre les travaux qui ont été entamés par ce comité pilote. Dans un mot avant de laisser bien sûr la parole aux autres intervenants, un mot sur en fait ce comité national pilote d'éthique du numérique qui donc a commencé ses travaux juste avant le début de la pandémie. Donc c'était pas une situation complètement idéale pour commencer à travailler dans ce comité qui rassemble 27 personnes. Ces 27 personnes sont d'horizons complémentaires, différents. On a à la fois, bien sûr, des personnes qui sont compétentes en numérique, en informatique, en mathématiques, en automatique, en robotique, etc. Mais aussi, bien sûr, des philosophes, d'historiens, des personnes compétentes en droit. Voilà, donc un panel de personnalités qui nous permettent de couvrir et de réfléchir ensemble à ces enjeux d'éthique du numérique. Nous avons beaucoup travaillé dans le cadre de la pandémie sur l'implication du numérique justement dans les situations de crise telles que celles que nous connaissons et que nous avons, qui a été initialisée donc en tout début 2020. Et en fait, on a en particulier écrit et mis en ligne des bulletins que vous pouvez retrouver sur le site W3-CCNE-éthique. Et donc, dans ce cadre-là, on a travaillé sur, par exemple, les enjeux d'éthique autour des applications numériques pour pouvoir suivre la pandémie et éventuellement tracer les contacts entre personnes. Vous vous rappelez en particulier des débuts de tous anti-Covid. On a aussi travaillé sur les aspects des informations, mésinformations dans ce cadre de pandémie. On a également travaillé, bien sûr, sur les aspects télémédecine, télésoins. Et on a aussi travaillé et continué à travailler
sur les saisines initiales qui nous avaient été posées par le Premier ministre. Et donc, ces saisines initiales concernent, d'une part, le véhicule dit autonome dont on va parler aujourd'hui. Et d'autre part, on a travaillé, donc on a émis récemment un avis sur les agents conversationnels que vous pouvez retrouver en ligne. Et également, on est en train de finaliser un avis sur le diagnostic médical et le numérique et l'intelligence artificielle. Voilà, donc merci beaucoup à Claire pour l'organisation de cette journée et très bonne participation. N'hésitez pas à poser des questions via les différents moyens qui vous sont offerts de façon à pouvoir avoir un débat qui soit animé pour la suite. Merci Claude. Alors justement, pour pouvoir poser vos questions, et vous qui nous suivez à distance via la chaîne YouTube, il faut donc sur la page de présentation de cette chaîne YouTube que vous descendiez un petit peu et que vous cliquez pour poser vos questions en direct, là sur le lien qui apparaîtra en bleu, donc qui commence par HTTPS. Alors pour poursuivre cette rencontre, quelques mots sur la chaire Valeurs et politique des informations personnelles. Donc c'est une chaire que je coordonne depuis avril 2013, donc qui est assez ancienne. Et sa marque de fabrique, cette chaire qui donc travaille autour de la donnée personnelle, et notamment, bien évidemment, en période de Covid, on saisit toute l'importance de ce sujet. Donc c'est une chaire pluridisciplinaire. Pour ma part, je suis enseignante chercheuse en droit. Je travaille avec mes collègues Marc Yunadi, qui est professeur de philosophie à Louvain-la-Neuve, en matière d'économie avec le professeur Patrick Valbrook et en ce qui concerne la sécurité avec Marilyn Laurent. Alors cette chaire, elle est soutenue par des mécènes, c'est classique dans le cadre de chaire. L'Ilan Group qui en fait anciennement s'appelait Imprimerie Nationale, qui travaille beaucoup sur tout ce qui est passeport électronique, carte d'identité électronique. C'est cette entreprise qui nous fournit donc ces supports d'identité. BNP Paribas, Dassault Systèmes, Orange et la CNIL qui participent à cette chaire depuis sa création et nous sommes soutenus donc par la fondation Mines Télécom. Alors précisément, nos recherches s'articulent autour de 5 axes. Le premier axe porte sur les identités numériques. Donc je vous ai mis quelques-unes de nos publications pluridisciplinaires que vous trouvez sur notre site web information-personnel.org. Donc vous voyez, nous avons notre première publication en 2016 portée sur la question des identités numériques, qui est une question qui vraiment est prégnante et qui est très montante en ce moment. Notre deuxième axe porte sur la gestion des informations personnelles, dans le cadre du RGPD, dans le cadre aussi de tout ce qui se passe en ce moment autour de l'IA. Il y a beaucoup de questions de traitement de données personnelles. Troisième axe, c'est plus économique. Il porte sur les traces et les contributions laissées notamment par les internautes. On a notamment eu une thèse sur les data brokers en économie qui a été soutenue, la thèse d'Antoine Dubus. Un axe plus transverse qui porte sur l'Internet des objets et les données qui sont créées dans le cadre de l'Internet des objets et les liens ou pas qu'il peut y avoir avec les personnes. Et enfin, un axe très transverse qui s'appelle politique des informations personnelles. Donc cet axe, en fait, nous a amené en 2018 à publier un ouvrage de nouveau pluridisciplinaire intitulé « Signes de confiance » et nous avions travaillé sur les labels, plutôt maintenant appelés certifications, mais à l'époque, la CNIL appelait ce signe de confiance les labels. Et nous poursuivons nos recherches sur ce qu'on appelle en ce moment la practice de la confiance. Bien comprendre ce qu'est la confiance est une notion très très compliquée à appréhender, toujours sous forme pluridisciplinaire. Ça, c'est une de nos rencontres en mars 2021 qui figure sur le site YouTube de la chaire. Et notre dernière publication portait sur une collaboration entre la chaire Valeurs et politique des informations personnelles et la chaire Connected Care and Cyber Security. Donc avec Jonathan Keller, ingénieur de recherche au sein de cette chaire, nous avons publié il y a moins d'un mois notre rapport qui porte sur l'analyse d'impact relative à la protection des données, le cas des véhicules connectés. Donc il s'agit en fait d'une étude sur la façon dont on peut gérer les risques qui, au niveau des données personnelles qui circulent dans le véhicule connecté ou à l'extérieur du véhicule connecté, quels sont ces risques, quelles sont les méthodologies qui permettent de gérer et de diminuer ces risques. D'où une transition très facile en fait avec Guillaume Duc, qui est l'un des deux porteurs de la chaire Connected Car. Donc Guillaume, je te laisse. Merci Claire.
Donc, je me présente, Guillaume Duc, je suis enseignant-chercheur à Télécom Paris, dans le département communication électronique, et je suis le co-titulaire de la chaire Connected Card and Cyber Security, que j'abrégerai par la suite C3S, pour que ce soit un petit peu plus court. Alors, je suis le co-titulaire avec mon collègue Rida Khatoun du département informatique et réseau. Donc, cette chaire C3S donc, a été inaugurée en octobre 2017, donc elle est dans sa 5e année de vie. Avec un certain nombre de mécènes industriels, notamment des acteurs du milieu de l'automobile, donc notamment Renault et Valeo, mais pas uniquement, puisqu'on a également Thales, Nokia, Wavestone. On est porté bien entendu par la fondation Mines Télécom, et on a deux partenaires extérieurs que sont la NSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et la délégation interministérielle à la sécurité routière, qui nous apportent leur aide et leur connaissance au sein de cette chaire. Donc cette chaire, elle est divisée en 5 axes de recherche qu'on va voir juste après. On a 18 enseignants-chercheurs de Télécom Paris qui sont répartis sur 3 départements, donc c'est vraiment une chaire qui se veut interdisciplinaire. Donc on a des enseignants-chercheurs qui sont dans le département informatique et réseau, donc qui vont plus précisément regarder tous les aspects logiciels et réseaux de communication autour du véhicule connecté. Les enseignants-chercheurs du département de communication électronique qui vont, eux, regarder plutôt la partie électronique embarquée et comment la sécuriser. Et enfin, comme Claire, des enseignants-chercheurs dans le département de sciences économiques et sociales qui vont s'intéresser plus à tout l'aspect confiance et gestion des données personnelles dans le cadre de ce véhicule connecté. Alors, on parle ici de véhicule connecté, alors que le sujet du jour, c'est le véhicule autonome. Mais en fait, le véhicule connecté n'est qu'une première étape vers le véhicule autonome. Il est très certain que les véhicules autonomes auront besoin de connectivité pour pouvoir assurer leurs différentes fonctionnalités. Et donc, nous, notre sujet de recherche est plus axé sur la sécurité, la cybersécurité du véhicule connecté. Donc, à côté de ces 18 enseignants-chercheurs, on a également 7 doctorants et 4 post-doctorants qui travaillent avec nous. Donc, la chaire C3S, l'aspect recherche de la chaire est divisé en 5 axes. Un premier axe sur tout ce qui va être analyse de risque et de sûreté de fonctionnement, donc comment on va pouvoir, dès les phases de conception du véhicule, prendre en compte les aspects cybersécurité. Un axe autour de la protection des données et des échanges en temps réel, donc comment pouvoir faire en sorte que le véhicule connecté, il va dialoguer avec son environnement, il va dialoguer avec les autres véhicules, avec l'infrastructure, il va y avoir des communications au sein du véhicule, comment on protège ces différents flux de données. Un axe autour de la gestion d'identité. Dialoguer avec un autre véhicule, c'est bien, mais savoir que c'est vraiment on parle vraiment à un autre véhicule et pas quelqu'un qui se fait passer pour un autre véhicule, ça implique des notions de gestion d'identité, donc ça c'est l'axe 3. L'axe 4, autour de la résilience, on sait qu'on ne pourra jamais empêcher toutes les attaques, donc il va falloir faire en sorte de mettre en place des mécanismes dans le véhicule pour pouvoir répondre à une attaque qui n'aurait pas été identifiée dès les phases de conception. Et enfin, l'axe 5, qui est porté par Claire Levallois, autour de la confiance et des données personnelles dans le cadre du véhicule connecté. Merci, donc je passe la parole à Claire pour la suite. Merci Guillaume. Donc maintenant, je vais céder la parole à Raja Chatila et à Catherine Tessier, qui sont donc les rapporteurs sur l'avis numéro 2 du Comité national pilote d'éthique du numérique, et qui s'intitule « Le véhicule connecté, enjeux d'éthique ». Bonjour à tous et merci beaucoup donc de nous accueillir dans vos chaires respectives et dans vos locaux ici. Donc effectivement, avec Raja, nous allons vous présenter les grandes lignes de l'avis que nous avons coordonné donc au sein du Comité national pilote d'éthique du numérique, intitulé « Le véhicule autonome », vous voyez qu'on l'a mis entre guillemets, on va vous expliquer pourquoi, enjeux d'éthique. Alors, pour replacer un petit peu donc le contexte, donc comme Claude Kirchner l'a évoqué tout à l'heure, lors de la création donc du Comité national pilote d'éthique du numérique par lettre de mission du Premier ministre, il y avait dans cette lettre de mission 3 saisines initiales que le Premier ministre demandait donc à ce Comité national pilote du numérique d'étudier. Donc ces saisines, donc Claude les a évoquées tout à l'heure, donc
concerne le diagnostic médical et l'intelligence artificielle, dont l'avis va être rendu prochainement, les agents conversationnels, dont l'avis a été rendu public le 9 novembre dernier, et puis le véhicule autonome, dont l'avis a été publié le 21 mai dernier. Alors, vous voyez que cette saisine concernant le véhicule autonome, il était noté dans la lettre de mission que les réflexions devaient se mener en coordination avec la mission confiée à Madame Anne-Marie Idrac, donc sur la stratégie nationale concernant le véhicule dit autonome. Alors, ce qu'on va faire, c'est revenir un petit peu sur la définition de ce qu'est un véhicule dit autonome, et puis ensuite, on va vous présenter donc les différentes préconisations que nous avons écrites, sans rentrer dans le détail du texte littéral de ces préconisations, mais en donnant les grandes lignes, les lignes importantes. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'est un véhicule? Alors, nous allons parler, vous le verrez juste après, de véhicules à conduite automatisée. Alors, ce qui existe actuellement sur nos routes, hein, dans nos rues, ce sont des véhicules dont la conduite est assistée pour certaines fonctions. Par exemple, vous avez des fonctions de suivi de lignes sur les routes, vous avez des fonctions d'aide au stationnement, par exemple, etc. Donc là, il s'agit uniquement, si j'ose dire, de fonctions qui aident le conducteur, qui lui rendent la conduite plus facile sur un certain nombre de points. Le régulateur de vitesse, par exemple, ça évite d'avoir le pied constamment sur l'accélérateur. Alors, dans ce cadre, ici, nous allons parler de véhicules à conduite automatisée, où là, ce sont des fonctions automatisées, donc programmées, qui vont se substituer au conducteur, donc qui vont le remplacer. Alors, en effet, à l'heure actuelle, le conducteur, qu'est-ce qu'il fait à bord de sa voiture? Eh bien, c'est lui qui perçoit son environnement. En particulier, il va regarder la signalisation, il va regarder les feux de circulation, il va regarder eh bien, les autres véhicules, il va regarder s'il y a des obstacles, etc., etc. Et en fonction de ce qu'il perçoit donc de son environnement, eh bien, il va agir donc sur son véhicule. Par exemple, il va freiner lorsqu'il voit un feu qui passe à l'orange. Donc ici, on parle de fonctions qui vont se substituer au conducteur, c'est-à-dire que pour les fonctions, en particulier de perception et puis d'action, c'est donc des fonctions automatisées, donc programmées, qui vont réaliser ces fonctions. Donc si on détaille un petit peu, donc cette voiture va être équipée de capteurs, par exemple de caméras, de radars, de lidars, etc., qui vont prendre des informations sur l'environnement. Donc c'est ce qu'on appelle la fonction de perception. Cette voiture va être équipée de logiciels qui vont traduire donc les données perçues sur l'environnement en données utiles pour calculer des décisions. Et ces décisions vont concerner quoi? Eh bien, par exemple, la planification du trajet, par où le véhicule doit passer, par exemple. Et puis, de manière plus fine, hein, plus proche des effecteurs, du moteur, des roues, etc., eh bien, des informations sur le contrôle de la vitesse et de la direction. Alors, outre les informations donc prises par les capteurs sur l'environnement, ce véhicule, comme l'a dit l'intervenant précédent, il est connecté. C'est-à-dire qu'il communique en particulier avec une infrastructure qui est spécifique. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une signalisation qui est sous forme de panneaux, de feux, etc., cette signalisation sera essentiellement numérique, de façon à transmettre les informations donc directement sous forme numérique au véhicule. Ce véhicule échangera aussi des informations, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, avec les autres véhicules, pourvu bien sûr qu'ils soient eux-mêmes connectés. Et puis aussi, on l'évoquera tout à l'heure, ce véhicule, voilà, il est automatisé certes, mais il va avoir une interaction avec des êtres humains et, par exemple, avec certains opérateurs humains qui peuvent être distants, et on verra tout à l'heure, qui pourront être en capacité de reprendre en main
le véhicule dans un certain nombre de circonstances. Donc vous voyez qu'on a ce qu'on appelle une boucle fermée, hein, c'est-à-dire à partir des capteurs de perception de l'environnement, de calcul à partir des données perçues, des actions à réaliser dans l'environnement, donc le trajet, la vitesse, la direction, etc. Et ça, c'est renvoyé vers le véhicule pour que le véhicule l'exécute dans l'environnement. Bien, alors, avoir un véhicule donc automatisé soulève un certain nombre de questions. Et en particulier des questions éthiques, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Alors, d'abord, et ce sont les deux documents que vous voyez à droite, la France, en particulier, a une stratégie donc, de développement des véhicules dits autonomes, et on verra que le titre est en train de changer, donc de développement des véhicules à conduite automatisée. Donc, il y a eu deux documents, donc vous le voyez, qui ont été publiés, l'un en 2018 et l'autre beaucoup plus récemment, donc sur la stratégie 2020-2022. En outre, donc, des comités d'éthique se sont d'ores et déjà saisis des questions soulevées par les véhicules à conduite automatisée. Donc, vous trouvez, couverture bleue, là, un avis d'un comité d'éthique allemand, donc, qui a été publié en 2017, qui émet un certain nombre de recommandations, une vingtaine de recommandations sur ce véhicule. Et au niveau de l'Europe aussi, donc, un avis a été rendu public donc, en 2020, sur les questions d'éthique soulevées par les véhicules, vous le voyez, connectés et automatisés. Donc, c'est dans ce contexte que se situe donc, notre avis, que nous allons détailler juste après, donc, qui s'intitule « Le véhicule autonome, entre guillemets, enjeu d'éthique ». Alors, dans cette réflexion, nous avons séparé les questions en plusieurs grands thèmes, donc soulevant chacun des questions éthiques bien particulières. Donc la première question que nous allons évoquer, c'est celle qui est tout en dessous là, ce sont les questions de terminologie. Hein, vous avez vu que j'ai déjà avancé sur le sujet véhicule à conduite automatisée et peut-être pas véhicule dit autonome. Nous avons étudié aussi les questions de sécurité routière et de sûreté de fonctionnement. En effet, un des arguments pour promouvoir le véhicule à conduite automatisée, c'est de dire, eh bien, ce véhicule à conduite automatisée va diminuer le nombre d'accidents. Nous avons aussi des questions relatives au contrôle humain du véhicule. Donc, certes, ce véhicule est automatisé, mais comment, dans certaines circonstances, l'être humain, donc qu'il soit à bord du véhicule ou à distance, peut-il reprendre la main sur le contrôle du véhicule? Et quelles sont les questions éthiques liées à cette reprise de contrôle? Ensuite, il y a des questions liées aux impacts du véhicule, à la fois les impacts sociaux, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, les personnes qui ne sont pas en capacité de conduire à l'heure actuelle vont pouvoir bénéficier largement de ce type de véhicule? Est-ce que ce type de véhicule va contribuer à limiter l'impact de la circulation routière sur le réchauffement climatique? Donc voilà le genre de questions que l'on a regardées. Et puis aussi, ça a été évoqué par les intervenants précédents, la question de la liberté des personnes et de la protection en particulier de leurs données à caractère personnel. Donc à travers ces différents thèmes, nous avons rédigé donc 19 préconisations que nous allons maintenant détailler. Donc la première préconisation concerne la terminologie. En effet, on parle donc couramment, dans le vocabulaire courant, du véhicule autonome. Alors ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dès lors que l'on associe autonome à un objet, robot autonome, véhicule autonome, ça relève du vocabulaire de la robotique. Donc c'est un terme technique, d'accord? Qui signifie quoi? Qui signifie que cet objet donc, est équipé de fonctions de perception, comme je l'ai dit, donc, qui prennent de l'information sur l'environnement à travers des capteurs, qui élaborent une situation courante, et puis de fonctions aussi de calcul de décision, donc qui, à partir de la situation élaborée,
vont calculer donc des décisions concernant des actions à réaliser dans l'environnement. Cet environnement étant lui-même complexe, évolutif, etc. Donc c'est un terme technique qui concerne la robotique. Or, dans l'acception courante, autonomie, c'est associé à un être vivant, et en particulier à un être humain. D'accord ? Donc l'autonomie d'un être humain, quand on parle d'autonomie d'un être humain, eh bien, il s'agit de parler du fait que l'être humain se fixe ses propres objectifs et se fixe aussi la façon de réaliser ces objectifs librement. Alors, donc, on voit que les deux acceptions sont différentes et qu'on met sous ces termes des choses qui sont différentes. Donc, dans un cas, il s'agit de programmes qui correspondent à un cahier des charges bien déterminé, bien fixé, que l'on met en œuvre sur un objet. Dans un autre cas, il s'agit d'une caractéristique du vivant, et en particulier d'une caractéristique humaine. Alors, le problème d'utiliser l'un pour l'autre, c'est que on risque de projeter sur l'objet, donc le véhicule, des aspects moraux qui relèvent donc du vivant, et en particulier de l'être humain, et que c'est complètement inadéquat. D'accord ? Une machine n'a pas à recevoir une projection morale. Donc si on utilise autonome, par exemple, pour caractériser un véhicule, le risque, c'est la création d'ambiguïté quant au statut de cet objet. D'accord ? On risque de croire ou de faire croire que cet objet est capable de tout un tas de choses, par exemple qu'il ferait ce qu'il a envie de faire, qu'il prendrait des décisions tout seul, imprévisibles, qu'il déciderait lui-même d'aller à tel endroit, etc. Or, il ne s'agit pas du tout de cela, puisqu'un objet, encore une fois, va répondre à un cahier des charges extrêmement précis. Donc on a ici une ambiguïté qui est relative au statut même de l'objet et à ses capacités. Donc ce que l'on préconise ici, c'est d'utiliser un vocabulaire non ambigu, beaucoup plus adéquat, et surtout qui ne personnifie pas cet objet. D'où la préconisation de ne pas utiliser le terme véhicule autonome, et de plutôt utiliser l'expression, qui est un peu plus longue certes, mais véhicule à conduite automatisée. Ce qui a déjà été repris d'ailleurs par un certain nombre d'acteurs, au moins en France. Cette expression a déjà été reprise et on assiste à une tendance à abandonner, disons, le terme de véhicule autonome. Voilà, Raja, je vais te passer la parole pour les préconisations concernant la sécurité routière. Merci Catherine. Donc, ayant ramené le véhicule à conduite automatisée à son véritable statut d'objet technique et socio-technique, puisqu'il impacte nos comportements et nos vies sociales, voyons finalement quelles sont les préconisations que nous avons proposées pour cadrer cet objet du point de vue de la sécurité et de la sûreté de fonctionnement d'abord. Alors, il faut bien se souvenir que l'une des motivations, sinon la motivation, l'argument principal en faveur du développement des véhicules à conduite automatisée est celui de la réduction du nombre de victimes de la route. Alors, c'est bien sûr une motivation tout à fait louable. Le problème, c'est qu'elle n'est pas démontrée. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques mondiales, en particulier publiées par l'Organisation mondiale de la santé, on s'aperçoit que les victimes de la route sont souvent dans des endroits corrélés, disons, avec un faible niveau de développement économique. Et que dans les pays, dans les régions développées, il y en a beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, les infrastructures sont meilleures et la conduite automobile est beaucoup plus cadrée. Ce qui signifie que le problème n'est peut-être pas autant le conducteur qui est retiré de la prise de décision dans le véhicule à conduite automatisée que
l'environnement dans lequel ce conducteur est en train d'opérer. Alors évidemment, ça ne nie pas du tout le fait qu'il y a un certain nombre de raisons qui amènent certains conducteurs à effectivement être responsables d'accidents, même quand les infrastructures sont bien là. Mais ce n'est pas massif comme on pourrait le croire. Donc, ce qui nous semble important, c'est de clarifier ce point. Et l'une de nos préconisations donc dit qu'il faut mener des simulations réalistes, des études qui permettent effectivement de montrer que le véhicule à conduite automatisée va effectivement réduire d'une manière donc notable le nombre de victimes des accidents de la route. Et bien sûr, pour mener ces expérimentations, il faut un cadre réglementaire approprié, ce qu'on appelle des bacs à sable, par exemple, c'est-à-dire des autorisations particulières pour mener ces expérimentations. Et ça a déjà d'ailleurs été mis en place dans certains endroits. Un autre point qui nous a semblé important, c'est la question suivante. Faut-il distinguer les véhicules à conduite automatisée des autres ? Alors, il y a le pour et le contre. Dans le fait que l'on puisse distinguer effectivement, c'est-à-dire que les autres conducteurs ou les autres utilisateurs de la route distinguent le véhicule à conduite automatisée comme tel, c'est utile et c'est intéressant et c'est important peut-être pour qu'il ne soit pas surpris par son comportement, parce qu'il ne veut pas se comporter exactement comme un véhicule conduit par un être humain. À titre d'exemple, il y a énormément de communication qui se passe entre les usagers de la route pour se laisser passer, par exemple, pour anticiper le comportement de l'autre. Des communications gestuelles ou comportementales. Bien ça, ce n'est pas au point, évidemment, au niveau des véhicules à conduite automatisée, donc cette communication n'aura pas lieu et on peut être surpris du comportement du véhicule. Il y a d'autres exemples. Donc, le marquage spécifique des véhicules à conduite automatisée peut être intéressant. En revanche, le fait de savoir que c'est un véhicule à conduite automatisée peut amener parfois à prendre trop de risques. C'est-à-dire que les êtres humains risquent de dire « Ah, mais la machine va me voir, elle va s'arrêter au dernier moment, il n'y a pas de problème, donc je vais traverser ». Bien ça, ce n'est pas du tout démontré, malheureusement, bien sûr. Et donc, ce serait peut-être un point négatif de distinguer le véhicule en tant que tel qui va susciter cette prise de risque. La conclusion, c'est qu'il faut étudier, là aussi, l'intérêt de ce signalement, donc mener des études qui sont à la fois du domaine technique et aussi, d'ailleurs, psychologique. Passons maintenant aux préconisations concernant la robustesse et la sécurité technique. Donc, c'est un objet technique qui fonctionne parce qu'il a des programmes informatiques qui sont en train d'être mises en œuvre dessus. Ces programmes informatiques vont souvent s'appuyer sur des techniques assez avancées d'intelligence artificielle, de robotique, et il n'est pas toujours prévu dans la réglementation actuelle des mécanismes pour cadrer le comportement, le fonctionnement de ces systèmes. En particulier si ce sont des systèmes qui sont basés sur ce qu'on appelle l'apprentissage machine, l'apprentissage à partir de données, par exemple. Donc, étant donné qu'il y a un certain nombre de fonctions critiques, c'est-à-dire dont le dysfonctionnement peut amener à un comportement qui est dangereux, qui peut amener à une catastrophe, c'est-à-dire à un accident, eh bien, il faut que la réglementation exige des démarches rigoureuses dans le développement. Ce n'est pas parce que c'est de l'intelligence artificielle que ça doit être en dehors des réglementations et de la loi. Ce n'est pas que c'est parce que c'est de l'intelligence artificielle que ça ne doit pas être homologué, vérifié, validé. Et donc, une préconisation insiste sur cette exigence dans la réglementation de démarches rigoureuses de développement, vérification, validation, homologation. Et un autre aspect, c'est celui de la transparence, parce que vous savez que ces systèmes complexes amènent à maîtriser un peu moins la manière dont ils fonctionnent, parce que il y a un nombre de paramètres très importants dans les systèmes d'apprentissage, par exemple, et il y a ce phénomène dit
de boîte noire, d'opacité, qui fait que on dit, on ne comprend pas pourquoi le système arrive à un certain comportement. La transparence est une exigence dans le développement, dans la conception, pour permettre effectivement ensuite, éventuellement, d'auditer ces systèmes et de comprendre ce qu'ils font. Donc, la réglementation, le fait que le développement soit extrêmement rigoureux et transparent. Et finalement, il y a une question de sécurité. La sécurité, parce que le véhicule à conduite automatisée n'est pas tout seul, il est relié à une infrastructure numérique, et il y a une question de sécurité, à la fois de la protection matérielle et logicielle de chaque élément de cette infrastructure, qui sert à la communication et à l'interaction, et à la combinaison, c'est-à-dire par exemple les attaques, le brouillage éventuel du signal, la possibilité donc d'avoir ce qu'on appelle des systèmes adversariaux. Et ça exige donc des mesures de sécurité informatique importantes. Pour terminer sur cette question de sécurité et de robustesse, je voudrais évoquer la question qui souvent prend toute la place dans le débat quand on parle de l'éthique sur des véhicules à conduite automatisée, qui est celle du dilemme éthique. Donc, rappelons que ce dilemme est une expérience de pensée sur les choix moraux humains, qui a été discutée par des psychologues en particulier dans les années 70 et par la suite, qu'on appelle communément le dilemme du trolley, parce qu'il s'agissait d'un tramway, et qui a été généralisé aux véhicules à conduite automatisée. Donc, cette expérience de pensée, c'est effectivement pour comprendre les êtres humains. Quels sont leurs choix moraux, quels sont leurs choix éthiques quand ils sont confrontés à une situation qui est, par définition, abstraite tellement des réalités qu'elle se réduit fortement à un choix binaire. Eh bien, dans la réalité des véhicules à conduite automatisée, ça ne se passe pas comme ça. Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de situations évolutives, il y a une impossibilité de comprendre le contexte par le véhicule, donc ce plaquage, d'une certaine façon, est techniquement déjà discutable, et il est moralement inacceptable parce que le véhicule à conduite automatisée c'est un objet technique, ce sont des systèmes informatiques, comme on l'a dit, comme Catherine l'a bien précisé, et il n'a pas de délibération morale. Ce qui n'empêche pas, évidemment, qu'il y a des situations où un accident risque de se produire, quel que soit le comportement du véhicule. Donc, nous ne faisons pas de préconisation particulière, nous nous contentons d'énumérer les 5 cas possibles pour essayer de réduire l'impact de ce type de situation, voire les interdire. Donc, soit on limite l'usage, c'est-à-dire on isole le véhicule, soit en l'isolant sur des voies spécifiques ou en réduisant donc ses capacités de circulation, ou bien au niveau de la programmation, on peut par exemple faire un tirage aléatoire. Est-ce que c'est moral? C'est pas la question, c'est une possibilité. Est-ce qu'on met des règles explicites qui vont faire des choix, donc, mais d'une manière transparente, donc il faut qu'elles soient explicites dans la législation, ou bien on ne distingue pas cela comme une situation particulière, c'est la conduite habituelle du véhicule qui va faire au mieux de son système de décision qui a été programmé ou qui a été construit par apprentissage. Il n'y a pas de préconisation particulière, il y a l'énumération de ces possibilités, c'est quelque chose qui va être mis en place par la suite. Alors, ça c'est pour la partie sécurité, sûreté de fonctionnement, robustesse technique, le véhicule considéré comme tel. Mais ce véhicule, évidemment, va fonctionner avec des êtres humains. Donc, Catherine va vous exposer les préconisations sur le contrôle humain du véhicule. Merci Raja. Donc, effectivement, ce véhicule ne circule pas tout seul. D'abord, il est conçu pour transporter des biens peut-être, mais aussi des personnes. Éventuellement, il s'agit de véhicules de transport en commun. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons distingué les deux situations. D'une part, la situation où le véhicule serait supervisé à distance, donc par un opérateur à distance. Et puis l'autre situation
où il n'y a pas de contrôleur humain, de superviseur humain à distance, et où il s'agit de reprendre en main à l'intérieur du véhicule. Donc, examinons d'abord le cas où le contrôle humain, s'il doit s'exercer, est exercé à distance. C'est ce que nous appelons le véhicule supervisé. Donc, la plupart du temps, il s'agit d'un véhicule de transport collectif, donc véhicule de transport en commun, par exemple, ou bien des véhicules en flotte. Donc, on peut imaginer des taxis, par exemple, en flotte, où la supervision globale serait réalisée à distance. Alors, si on considère donc qu'il y a cette flotte de véhicules, ou bien un certain nombre de véhicules de transport en commun, avec des opérateurs donc distants, comme c'est le cas par exemple sur les métros automatisés. On a des postes de contrôle le long des lignes avec des opérateurs qui supervisent finalement le fonctionnement du métro. Donc là, ça serait un peu la même chose. Donc cet opérateur à distance, eh bien d'abord il est hors de question évidemment, sinon ça n'aurait pas de sens, de mettre un opérateur par véhicule. Sinon autant mettre l'opérateur dans le véhicule. Donc certainement que cet opérateur aura à superviser plusieurs véhicules, voire un grand nombre de véhicules. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc on imagine donc des superviseurs dans un centre de contrôle, et puis la plupart du temps ça va bien se passer, c'est-à-dire qu'on aura des périodes calmes où il n'y a pas d'incident. Donc les contrôleurs à distance, entre guillemets, n'auront rien à faire. D'accord? Donc ça, c'est une question de facteur humain. On sait, et il y a eu beaucoup de publications scientifiques sur ce sujet, que dans ces circonstances, l'attention humaine diminue quand il n'y a rien à faire. Et puis, imaginons que tout d'un coup, il y ait un incident, voire plusieurs incidents simultanés, où là, les opérateurs doivent agir et donc reprendre la main sur les véhicules. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ces opérateurs auront ce qu'on appelle la bonne conscience de situation, c'est-à-dire est-ce qu'ils appréhenderont correctement ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'ils auront tous les éléments, donc toutes les informations pour agir de manière pertinente? Est-ce qu'ils pourront réellement le faire? C'est-à-dire, est-ce qu'ils pourront réellement agir de manière pertinente? Donc, les questions qui se posent, c'est la faisabilité de la reprise en main. Donc, c'est bien beau de dire on aura des opérateurs distants pour reprendre en main, mais est-ce qu'ils seront en capacité de reprendre en main? C'est-à-dire, est-ce qu'ils auront les informations? Est-ce qu'ils auront le temps de le faire? Et est-ce que leur action, s'ils agissent, est pertinente par rapport à la situation courante? Et ensuite, et ça c'est une préconisation qui est cohérente avec ce que dit le projet de réglementation européenne relative à l'intelligence artificielle, il faut faire en sorte d'assurer la reprise en main, enfin du moins la possibilité de reprise en main, à tout moment, entre guillemets. Alors, il y a une première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire à tout moment? Est-ce que c'est toutes les 5 minutes, toutes les demi-heures ou toutes les millisecondes? Donc ça c'est une question technique qu'il faut étudier. Et puis, si les opérateurs ou l'opérateur ne reprend pas en main, qu'est-ce qui se passe? S'il est absent, s'il est fatigué, s'il n'a pas compris la situation, etc., s'il n'agit pas, eh bien, qu'est-ce qu'on prévoit pour suppléer à l'absence de réaction? Donc ça, c'est pour l'opérateur à distance. Donc, comme on l'a dit, ces véhicules sont conçus pour transporter des personnes. Donc, il y a des utilisateurs dans le véhicule. L'utilisateur, lui, il a ses propres moyens de perception, donc à travers ses yeux, ses oreilles, tout son corps, de manière générale. Donc il peut percevoir un certain nombre de choses, à la fois dans le véhicule ou dans l'environnement. Et il pourrait être amené à vouloir faire en sorte que le véhicule s'arrête ou adopte un comportement particulier parce qu'il aura perçu quelque chose de particulier. Donc il faut que cet utilisateur ait lui-même des moyens d'alerte. Et évidemment que ces moyens d'alerte soient reliés à quelque chose, bien sûr, et des moyens de communication. Et puis, pour aller encore plus loin, il faut prévoir, comme c'est le cas pour les métros, des dispositifs d'assistance et de secours sur place. S'il y a un problème dans le véhicule, ou s'il y a une situation d'incident, etc., d'agression, enfin que sais-je, dans les transports en commun, il faut que des personnes extérieures puissent intervenir donc auprès du véhicule et des personnes transportées.
Donc ça, il faut le prévoir. Donc ça, c'était pour le véhicule donc supervisé, à distance. Alors, si on considère maintenant l'autre cas, qui est le véhicule qui n'est pas supervisé. Donc, il s'agira le plus souvent d'un véhicule privé ou à usage privatif, un véhicule de location par exemple. Donc, dans ce type de véhicule, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a dans ce véhicule un certain nombre de passagers. Il n'y a pas de superviseur à distance. Donc, ce véhicule est à conduite automatisée. Et dans certaines circonstances, eh bien, l'un des passagers va certainement devoir reprendre le contrôle sur ce véhicule. Donc, comment ça va se passer? Donc, c'est ça qu'il faut étudier. La première chose, c'est que cet utilisateur, donc, qui va certainement devenir un utilisateur conducteur dans certaines circonstances, eh bien, il faut qu'il ait les compétences pour pouvoir effectivement reprendre en main ce véhicule et donc le conduire de manière manuelle. Donc, est-ce qu'il s'agit toujours des mêmes compétences que nous avons actuellement avec le permis de conduire actuel, ou est-ce qu'il s'agit de nouvelles compétences, puisque quand même cet objet est un petit peu différent des véhicules que l'on a à l'heure actuelle. Alors, si on va un petit peu plus dans le détail technique, quelles informations on va fournir à cet utilisateur potentiellement conducteur? Quelles sont les informations pertinentes à lui fournir pour qu'il puisse éventuellement reprendre en main de manière pertinente? Quelles sont ses actions possibles sur le véhicule? Par exemple, oui, certainement, mais est-ce qu'il y aura un volant? Mais ça peut être une question qu'on peut se poser. Quelles actions possibles? Donc, quelle interface? À travers quelle interface il va interagir avec son véhicule pour donc le reprendre en main? Et quel habitacle, par exemple? Imaginons, est-ce qu'un passager en place arrière, s'il existe toujours une place arrière, peut reprendre en main le véhicule? Voilà, ça c'est une question. Donc, la question globale, c'est qu'il faut étudier tout cela. En particulier, on voit un certain nombre de publicités donc des constructeurs qui montrent les utilisateurs de ces véhicules, eh bien, regarder des films, lire, jouer aux échecs, etc., lorsqu'ils sont dans ce véhicule. Est-ce qu'une personne qui est en train de faire autre chose que de s'intéresser à la conduite va pouvoir, en termes de facteur humain, reprendre le contrôle à tout moment et dans n'importe quelle circonstance? Ce n'est pas du tout évident. Donc ça signifie qu'il faut étudier cela, en particulier en termes de facteurs humains, et se poser la question de l'adaptation de la formation à la conduite et de l'adaptation du permis de conduire. Ensuite, une autre question que l'on s'est posée, c'est que donc un utilisateur dispose d'un véhicule à conduite automatisée. Ce que l'on préconise, c'est qu'il ait systématiquement et obligatoirement le choix entre le fait d'utiliser ce véhicule de manière manuelle ou de manière automatisée. Et lorsqu'il choisit le mode automatisé, eh bien, il n'aura à sa disposition que des types de conduite qui sont préétablis, normés, certifiés. D'accord? Il ne pourra pas choisir n'importe quoi. Bien. Donc, une autre question par rapport à l'utilisation de ces véhicules, c'est la question de la liberté des personnes qui utilisent ces véhicules. En effet, on l'a dit largement tout à l'heure, ces véhicules sont connectés, collectent des données, en particulier des données à caractère personnel, sur les personnes qui sont dans le véhicule, mais aussi autour. Donc, eh bien, il faut, en termes de RGPD, hein, ça c'est une question de législation, il faut absolument que ces données soient protégées. Donc, comment ces données vont-elles être protégées? Comment on informe les personnes donc, du traitement de ces données à caractère personnel? Comment éventuellement on anonymise les données? Comment on les collecte? Comment on les stocke? Comment on les détruit? Et éventuellement, si le véhicule circule en dehors des frontières de l'Europe, eh bien, comment on étudie, on gère la question du transfert des données en dehors de l'Union européenne? Et puis, globalement, ça pose la question, évidemment, du fait que, en utilisant ce type de véhicule, eh bien, on sera, entre guillemets, suivi à la trace. On ne pourra pas aller et venir sans être suivi, voilà, à travers ces données. Donc, ça pose la question fondamentale de la liberté d'aller et de venir, donc, à travers ces données, mais aussi
le fait que, imaginons qu'on utilise un véhicule de location, par exemple, que le verrouillage et le déplacement se fassent uniquement en fonction de ce que souhaite l'opérateur et non selon le bon vouloir du loueur de voiture, par exemple. Sauf évidemment, il faut que donc le fait que le véhicule puisse être immobilisé, verrouillé, etc., ça se fasse uniquement sur requête des autorités publiques et évidemment dans un cadre légal avec des finalités précises. Donc je repasse la parole à Raja sur donc, les questions d'éthique sociale. Merci. Je regarde, il y a des contraintes de temps. Oui. De combien? Si tu peux être assez rapide, s'il te plaît. D'accord. Donc, la série de préconisations que je vais vous présenter rapidement concerne l'éthique sociale et l'éthique environnementale. D'une part, l'éthique sociale. Donc, les motivations, parmi les motivations qui sont avancées pour les véhicules à conduite automatisée, c'est un accès plus facile pour des personnes qui, aujourd'hui, ne peuvent pas conduire, par exemple, des personnes en situation de handicap ou des enfants, par exemple, mais aussi des enjeux économiques de développement. Donc, Rajaï, excuse-moi, excusez-nous, on préfère faire intervenir Monsieur Delâche maintenant, qui est très pressé par le temps. d'accord. Pour que tu prennes plus le temps d'expliquer l'importance de ces enjeux après son intervention. Pas de souci, bien sûr. Donc, je laisse la place. Merci. Donc, Xavier Delâche, donc je travaille à la Direction Générale de l'Infrastructure, Transport et Mer, au ministère des Transports. Et donc, je suis le Sherpa de Madame Hydrac sur le véhicule automatisé. Sherpa, ça veut dire le coordinateur interministériel, principalement. Donc, je vais vous faire une petite présentation de nos travaux sur la stratégie. Et je finirai. Vous m'entendez bien, là? Oui, très bien. Ok. Donc, je vais faire quelques mots d'introduction rapide sur la stratégie, et puis les quelques slides que j'ai rajoutés à la fin, ce sera en écho, je pense, à un certain nombre de points d'attention de Raja Shatika qui ont été développés. Donc, je suis le Sherpa pour la stratégie. Donc, la stratégie, il y en a eu deux versions, une version en 2018, une version actualisée en 2020. Donc, les principes généraux, ça peut les slogans, hein, sécurité, progressivité, acceptabilité. J'insisterai plutôt sur d'autres particularités de la stratégie française. Un, elle est faite en collaboration étroite avec le secteur dit privé, c'est-à-dire les acteurs, secteur automobile, équipementiers, mais aussi opérateurs de transport, et de plus en plus acteurs de la route au sens large, des équipements de la route. Une autre particularité, mais on n'est pas le seul pays à le faire, hein, c'est vraiment l'adhérence au cas d'usage. Ça veut dire que c'est le développement anticipé à court terme des cas d'usage, donc réalistes, pas prospectifs à 50 ans, qui nous guide dans la fabrication du cadre, et notamment réglementaire. Et ce cadre, à noter qu'il est très multi-étage, local, on le verra pour les cas d'usage qui nous intéressent le plus, de transport public, mais aussi national, européen et mondial. Il y a en permanence une articulation de ces 4 niveaux à faire. Et puis le slogan politique, je termine par là, c'est de faire de la France en 2022, à partir de 2022, le lieu privilégié en Europe des services. Donc on aura une approche plus de services que technologie dans nos stratégies. Les principaux axes, d'abord, vous l'avez évoqué beaucoup, hein, c'est cette histoire de passer ce plafond de verre, de sortir le conducteur pour les cas d'usage les plus avancés, avec supervision et le terme qu'on va employer beaucoup d'intervention à distance. Je reviendrai. Ce qui va avec, c'est le développement de la connectivité, donc c'est de la connectivité pour les besoins du véhicule autonome, indépendamment des besoins de connectivité pour les véhicules connectés qui, je dirais, n'ont pas vivre leur vie, mais sont parfois plus anciens que les sujets de véhicules automatisés, mais par chance, il se trouve que les besoins, les fonctions de connectivité, on appelle ça les scénarios ou les cas d'usage, sont assez communs à ce qui se faisait déjà en termes de connectivité pour des alertes de sécurité routière par rapport à ce qui est nécessaire pour le véhicule automatisé. Le principal sujet de travail, c'est la validation de sécurité, donc c'est pour ça que je reviendrai un petit peu. Ça ferait écho à pas mal des recommandations du comité pilote. Sur l'acceptabilité, donc il s'agit pour nous de vigilance, hein, c'est-à-dire continuer à surveiller ce qui se passe en termes d'acceptabilité dans les différents esprits, hein, que ce soit les usagers, les citoyens, les collectivités locales, les académiques aussi. La gestion de la donnée, mais j'interviens
ne pas trop aujourd'hui là-dessus. Ensuite, continuer à soutenir l'innovation, même si, on est en train de préparer en fait, le passage au régime dit permanent, c'est-à-dire le déploiement des services. On doit continuer à soutenir l'innovation, donc les expérimentations, le renforcement de l'approche européenne. Donc, j'ai parlé de l'articulation. Nous, on privilégie maintenant une approche la plus européenne possible. On sait que les marchés sont au moins européens. Européen parce que ça doit aller un petit peu plus vite que l'international qui avance à son rythme. On pense que le bon rythme doit être trouvé à l'échelon européen et parce que notamment l'Europe est responsable de l'homologation des véhicules, donc qui est la principale entrée sur nos sujets de sécurité. Accompagner les territoires, bon, ça veut dire leur montrer que la boîte à outils s'élargit, si on peut dire que la mobilité automatisée va commencer à être un des outils de la boîte à outils, mais les territoires resteront responsables du choix de ces nouveaux outils dans leur politique de mobilité, et puis améliorer la visibilité de la France à niveau international. Voilà, on n'est pas les plus visibles au niveau mondial, alors qu'on pense qu'on n'est pas non plus les plus arriérés sur ces sujets-là. Alors, au point de vue réglementaire et législatif, donc ce qui illustre le fait qu'on n'est pas les plus en retard, donc la France a pris donc un certain nombre de textes sur les véhicules automatisés. Donc je dis tout de suite, comme l'ont dit les présentateurs, qu'on est déjà passé d'autonome à automatisé, conduite automatisée pour résumer. Les véhicules à conduite automatisée, c'est bien avec l'automatisé maintenant. Donc le cadre réglementaire, principalement, il a traité de la question de la responsabilité. C'est-à-dire qui est responsable dans les différentes situations entre le système, c'est-à-dire le constructeur et l'humain, le conducteur. Donc on a dans ce cadre émis quelques exigences d'assez haut niveau sur ce que doivent faire respectivement les systèmes de conducteurs, et là-dessus on a collé les régimes de responsabilité. Et le deuxième volet important, c'est qu'on a donc autorisé des systèmes de transport routier automatisés, c'est le terme, qui est en fait là pour traiter les cas les plus avancés, donc sans conducteur à bord, avec intervention à distance, sous réserve, sous deux réserves en fait, que ce soit sur des parcours ou des zones prédéfinies, donc dans lesquelles la sécurité est en fait apportée autant par le parcours ou la zone que par le véhicule et le système d'exploitation. Et par ailleurs, il y a une démonstration de sécurité spécifique qui est faite sur le couple, le triptyque véhicule, système intégrant plusieurs véhicules, exploitation et parcours. Et ça, c'est la composante nationale, je dirais, de la validation de sécurité, la composante européenne restant l'homologation des véhicules pris un par un. Donc il nous reste pas mal de travail à faire sur ce cadre réglementaire. Trois principaux axes. D'abord, produire tout un corpus qui reste, qui sont des arrêtés ou des référentiels de démonstration de sécurité, qui est le chantier principal de 2022 sur les transports publics de personnes. Il nous reste à ouvrir le sujet du cadre réglementaire fret et logistique. Pour l'instant, on est un peu l'arme au pied, parce que contrairement au transport public, les cas d'usage ne sont pas encore très bien détourés, et leur pertinence et l'appétence des acteurs pour les lancer, si je peux dire, n'est pas encore très clair. Donc ça devait être fait en 2021, mais voilà, en fait, on voit que c'est pas encore mature et que c'est en 2022 qu'on fera un inventaire plus précis des cas d'usage à lancer, à développer, et donc les enjeux réglementaires qui iront avec. Et le troisième axe des étapes à venir, je le disais un peu, c'est l'articulation avec le niveau européen, donc d'articuler une homologation du véhicule, donc qui sera faite pour vérifier qu'un véhicule s'est roulé avec des fonctions automatisées, mais s'est roulé un petit peu partout, je dirais, avec le cadre français qui est le même que le cadre allemand en fait, qui dira que quand il doit rouler sans conducteur à bord avec supervision intervention à distance sur des parcours prédéfinis, il y aura une démonstration de sécurité nationale qui se rajoutera à l'homologation du véhicule. Donc ce petit slide est fait pour être un petit peu coquardier mais sans plus, pour dire que on est à peu près les premiers avec l'Allemagne, quelques mois d'avance sur l'Allemagne, à créer ce cadre qui permet donc de combiner l'homologation du véhicule et la démonstration de sécurité sur des parcours spécifiques, donc pour développer la conduite sans conducteur à bord supervisée avec intervention à distance. Alors ce slide est fait pour redire un petit peu ces cas d'usage, comment on les distingue dans la réglementation. Donc on distingue d'abord conducteur à bord ou
pas conducteur à bord, et conducteur à bord. Ça s'appelle pas conducteur, ça s'appelle intervenant à distance, donc il a des choses qu'il peut faire, je les détaillerai un petit peu. Donc conducteur à bord, on a deux niveaux. En fait, celui où le conducteur doit pouvoir répondre à toute demande de reprise en main au cours d'une manœuvre activée en mode automatisé. Voilà, et il doit de toute façon répondre aux injonctions des forces de l'ordre et aux priorités des prioritaires. Et puis le niveau d'au-dessus qu'on appelle hautement automatisé, à ce moment-là, il n'est pas obligé il n'est pas supposé devoir répondre à toute demande de reprise en main pour une manœuvre enclenchée en mode automatisé, sauf quand c'est une sortie du domaine d'emploi. C'est-à-dire, en résumé, lorsque c'est un incident inopiné, le système doit savoir le gérer. Lorsque c'est une sortie anticipée du domaine d'emploi, c'est au conducteur de se préparer à sortir du domaine d'emploi. Après, il y aura des définitions du domaine d'emploi à raffiner, on le verra dans les sujets qui restent à aborder, mais voilà la distinction principale entre ce qu'on appelle partiellement automatisé et le hautement automatisé, ce qui est une formulation qu'on estime plus française, je dirais, des niveaux 2, 3 de la nomenclature internationale, SAE2, SAE3. Et puis donc, lorsque le véhicule est totalement automatisé, donc le système est aussi supposé pouvoir terminer toute manœuvre automatisée sans demande de reprise en main. Et si le conducteur n'est pas à bord, ça s'appelle un intervenant à distance, dans ce cas, c'est ce que je disais, il y a une validation express sur un parcours ou une zone déterminée avec une démonstration de sécurité. Et donc l'intervenant à distance est en capacité de faire des choses, mais c'est écrit dans la réglementation, c'est pas tout et n'importe quoi. Et la philosophie générale, c'est que, donc, en fait, on ne peut pas qualifier ça réellement, je pense, de reprise en main. Pour l'intervention à distance, il doit faire principalement deux choses. Il doit, si le système a enclenché une manœuvre de mise en sécurité, donc il a rencontré des événements qu'il ne pouvait pas traiter normalement, il doit d'abord se mettre en sécurité. Et à ce moment-là, l'intervenant à distance intervient ex post, si je peux dire, après la difficulté traitée, pour remettre en route le système, ou dans des cas un peu plus en zone grise, si je peux dire. Le cas qu'on voit, c'est un comportement que le système ne peut pas gérer tout seul. Un carton tombé sur la chaussée, où il ne sait pas très bien si c'est un carton, un véhicule. Donc il aborde d'abord une manœuvre de prudence, disons, qui peut conduire à l'arrêt. Et en plus, la manœuvre de contournement est un peu hybride entre l'intervenant à distance et le système automatisé, sous forme d'acquittement, de demande d'acquittement. Voilà le premier type d'interaction, des familles d'interaction. Et le deuxième, alors là c'est plus des ordres donnés par l'intervenant à distance de modifier en fait ce que veut faire le véhicule. Donc il lui demande par exemple de changer d'itinéraire, c'est facile, mais sinon d'interrompre une manœuvre activée, par exemple si le superviseur à distance voit un danger à un horizon qui est supérieur à l'horizon de perception du véhicule, mais à ce moment-là, c'est pas une reprise en main, c'est-à-dire l'intervenant à distance dit telle manœuvre doit être activée, mais la manœuvre est dans la liste des manœuvres du système automatisé et elle doit être cohérente avec ce que faire le système automatisé. Autrement dit, le joystick à distance n'est pas prévu dans l'articulation entre le système et l'intervenant à distance. Voilà un peu la philosophie. Ce slide redit un peu comment on va articuler donc, cette homologation du véhicule et cette démonstration de sécurité sur des parcours particuliers. Donc on a bien une homologation du véhicule pour des performances, des fonctions d'automatisation, et s'y rajoutera, alors éventuellement pour des fonctions qui ne seront pas validables au niveau du véhicule. Par exemple, on peut dire qu'un véhicule est homologué pour aller tout droit et tourner à droite, qui sont des manœuvres simples. Par contre, le tourner à gauche, qui est une manœuvre plus complexe dans laquelle on fait appel aux équipements d'infrastructure, où l'infrastructure doit être spécifique pour qu'ils puissent le faire, elle sera validée au niveau du système et du service et du parcours. Donc pour faire cette démonstration de sécurité, elle sera faite par les pétitionnaires, qui seront des... On ne peut pas... prescriptif sur l'organisation des acteurs, ça peut être un constructeur automobile, un transporteur, un intégrateur du système, donc qui présentera ces dossiers qui feront l'objet d'un avis de tiers, donc d'organismes qualifiés,
qui permettront la décision de l'organisateur du service. L'organisation des travaux. Alors ça c'est un slide un peu compliqué, mais ça dit grosso modo qu'il y a en haut à gauche des travaux très centrés sur la validation de sécurité. C'est le chapeau, validation de sécurité, avec des sous-aspects un peu sensibles, interaction force de l'ordre et véhicules prioritaires, qui sont un des nouveaux plafonds de verre, hein, parce que pour l'instant, la reconnaissance des signes des forces de l'ordre et des véhicules prioritaires par les systèmes eux-mêmes, pas aisée. Et puis la cybersécurité, et donc des articulations avec l'ONU et l'Europe pour la réglementation technique ONU et l'homologation. En haut à droite, il y a tout ce qui est comportement de conduite finalement, y compris le sujet permis de conduire, formation à la conduite, avec là aussi des articulations ONU pour les règles de circulation, européennes pour la directive permis de conduire. En bas à droite, il y a plutôt des sujets un peu soft, l'évaluation économique, pour savoir à quel cas d'usage on croit. Il y a un peu besoin de savoir quelle est la pertinence économique. Donc on a un petit cadre de travail, un petit séminaire un peu académique, mais aussi avec les filières, pour savoir ce qu'on peut dire de la pertinence économique, et puis le suivi de ce que font les territoires, principalement au sein des expérimentations. Et à l'intersection de tout ça, il y a les sujets qui nous occupent aujourd'hui, donc deux cadres de travail. Donc on a un séminaire national sur l'acceptabilité et l'éthique, qui réunit un peu tout ce beau monde, y compris des parlementaires, des collectivités locales, tous les écosystèmes, des académiques, qui se réunissent régulièrement, j'y reviendrai, pour suivre les enjeux d'acceptabilité et d'éthique, et faire monter des points de vigilance, et donc auquel on a présenté le rapport du CNPEN en juin. Et le comité se réunit jeudi, là, dans vos échanges d'aujourd'hui, voilà, ce sera aussi un des inputs du séminaire de jeudi. Alors ce séminaire, c'est un peu ce que j'ai dit là, donc il est fait pour il est issu des débats parlementaires sur la réglementation des mobilités, il est fait pour faire un outil partagé, je dirais, de veille et de vigilance sur ces sujets, voir ce qu'il y a à approfondir. Donc on sait par exemple qu'on a besoin d'approfondir les sujets d'impact environnemental qui sont devenus, c'était là où je vous ai coupé si je peux dire, dans la perception, qui sont des sujets qui montent. Donc on a fait une bibliothèque un peu complète en juin. Les sujets de formation et d'information qui seront l'objet de la réunion de jeudi, là aussi qui montent. Voilà, mais il peut y avoir aussi d'autres sujets qui montent. Donc c'est un séminaire de veille, de vigilance et d'orientation des travaux de façon partagée. Là, je vais passer celui-là. Donc, on fait aussi annuellement des enquêtes d'acceptabilité ou de perception un peu générale auprès des Français, donc qui sont d'abord notoriété du sujet, ensuite disposition, si je peux dire, ou appétence pour utiliser des véhicules automatisés. Et puis quelques points particuliers. Donc cette année, on a fait un point plutôt sur formation à information. Bon, ce qu'on voit dans ces enquêtes de perception ou d'acceptabilité, c'est que la notoriété est bonne. Juste petite chose, mais on a bien endossé le fait que c'était véhicule automatisé ou à conduite automatisée qui était le bon terme. Ceci dit, quand on a vu les différences de notoriété, on voit que les gens autonomes, ils en ont entendu parler, conduite automatisée un petit peu moins. Ça ne s'empêche pas d'utiliser l'automatisé maintenant. Bon, de façon générale, l'appétence semble assez bonne, il n'y a pas de problème d'acceptabilité majeure, elle progresse légèrement, significativement, elle progresse d'autant plus, alors c'est des perceptions déclarées, c'est pas, on n'en est pas encore à la conduite automatisée, mais au assistant à la conduite, dans les comportements, elle progresse d'autant plus dans les perceptions déclarées qu'on parle de choses plus précises, voilà, c'est pour tel type d'environnement de conduite, c'est pour tel type de cas d'usage, c'est pour tel type de manœuvre. Donc plus on parle un peu concret, plus l'appétence, si on peut dire, a l'air importante, a l'air significative. Peut-être ce slide-là, on a essayé de voir aussi quels étaient un peu les paramètres grossiers. On va affiner un peu dans ma réunion de jeudi. Est-ce que c'est la sécurité, le confort, les coûts, l'environnement, le gain de temps qui motivent? On voit que les sujets sécurité restent majeurs, croissants. Le confort, c'est peut-être moins ce qui est attendu. Les économies de carburant, ça monte, mais c'est aussi la conjoncture. Le bénéfice pour l'environnement, enfin les impacts environnementaux montent aussi dans les préoccupations. Et puis le gain de temps, qui est un peu lié au confort, lui aussi diminue un peu dans les préoccupations. Et puis dernier slide peut-être sur les enquêtes de perception.
les transports publics automatisés qui sont, donc vous l'avez compris, un peu le focus de la stratégie nationale pour l'instant. On attend de voir ce qu'on fait sur le fret et la logistique. Bon, là, on voit qu'il y a une certaine appétence, il n'y a pas de problème de rejet, que ça progresse, et y compris les questions ont été progressives là-dessus sur la question l'opérateur à bord ou l'intervenant à bord. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc on a posé des questions cette année sur s'il n'y avait pas d'opérateur à bord plus explicite. Il semble que ce soit pas un problème d'acceptabilité majeur, le fait de sortir la personne du bord, si je peux dire. Voilà, alors j'ai presque fini. L'avis du CNPEN, donc voilà, on est en phase d'appropriation d'écoute, donc ce séminaire est aussi fait pour l'accompagnement de la diffusion de cet avis. Donc les premiers échos, je l'ai dit, terminologie, donc on était déjà en train de le faire, mais c'est fait. S'il y a quelques scories, si dans quelques slides, quelques documents, il reste autonome, pardonnez-nous, mais bon, ce dossier automatisé. J'y reviendrai, donc la sécurité, tout ce qui était évoqué là depuis le début, l'armement contre l'intervention à distance, c'est vraiment le cœur de nos travaux sur la validation. La formation à la conduite et le permis de conduire, donc il y a un groupe de travail dédié, piloté par la sécurité routière, qui a remis un premier rapport avec des propositions, et donc on échange principalement jeudi sur les suites, les recommandations de ce rapport préliminaire. Protection des données, donc c'est un sujet que j'aborderai pas aujourd'hui, mais tous nos textes sont vus avec la CNIL. Ce que je peux dire à ce stade, il y a un droit de regard très fort de la CNIL qui est voulu par les parlementaires à chaque étape. Et puis peut-être, donc c'est là où je vous ai coupé, sur les impacts environnementaux et les questions de débat public. Bon, c'est peut-être la recommandation qui mérite le plus d'être travaillée pour voir ce que ça implique et comment ça se rajouterait au processus de démonstration de sécurité, centré démonstration de sécurité qui sont prévus par le cadre réglementaire. Sur la suite de nos travaux, notamment de validation de sécurité, donc qu'est-ce qui reste sur l'établi? Donc un certain nombre de textes et plutôt des arrêtés, disons. Donc il y a tout ce qui tourne autour de l'intervention à distance dont on a parlé. Donc comment l'intervenant à distance va être qualifié, puis habilité. Ensuite, on a quelques travaux dans cette zone grise un peu que je citais tout à l'heure sur l'intervention à distance. Qu'est-ce que ça va faire sur des manœuvres un peu hybrides? Il nous reste notamment la question des manœuvres au pied, c'est-à-dire comment est-ce qu'on amène sur un parcours de transport public automatisé la navette ou le bus ou le véhicule particulier, peu importe, avant qu'il soit réellement sur son parcours de dessert. Et puis ensuite, ce que je disais, les sorties des mises en sécurité ou les contournements un peu délicats de situation. Ensuite, il y a tout ce qui va concerner l'agrément et l'avis des organismes qualifiés, donc un certain nombre de textes. Et puis, il y a voilà, c'est ce qu'on doit donner comme information et formation au moment de la prise en main des véhicules, un petit peu les véhicules particuliers à l'achat, sur le fonctionnement de ces systèmes. Après, en rang un peu inférieur, c'est plutôt des référentiels, on verra si c'est des guides, des guidance, des rapports d'études, des recommandations, pas des arrêtés. Il y a un certain nombre de trucs à faire. Donc, comment est-ce qu'on caractérise des parcours là, sur lesquels on va vraiment valider ou démontrer la sécurité de ces systèmes. Après, j'en parlais un petit peu, tout le sujet domaine d'emploi, donc Operational Design Domain, ODD, qu'est-ce qu'on va donner comme liste de descripteurs pour que tout ça soit bien clair entre d'abord ce qu'on met comme descripteur au niveau du véhicule et ce qu'on met plutôt dans les parcours des systèmes. Ensuite, donc la caractérisation des fonctions de supervision et d'intervention à distance. Il faut qu'on parle tous de la même chose sur ces différentes fonctions. Ensuite, en termes de validation, le cœur de notre approche de validation, c'est d'utiliser les scénarios de conduite pour valider les systèmes en termes de performance. Donc on a des choses à faire sur comment est-ce qu'on screen au mieux les scénarios qui peuvent rencontrer ces systèmes. Et ensuite, comment on extrait les plus redoutés, les plus critiques, comment on descend extrait des tests. Il y aura un sujet en termes d'acceptabilité qui commence à venir, peut-être dans le rapport CNPN, c'était pas encore vu fortement, le sujet du niveau de sécurité de référence. Qu'est-ce qu'on va mettre comme objectif de sécurité en termes d'accidents fatals par
par minute ou par kilomètre de circulation. Voilà, qui est un sujet au niveau européen là, maintenant, des discussions sur est-ce qu'on a un niveau de sécurité dès maintenant, est-ce qu'on le découpe par cas d'usage, est-ce qu'on attend que ce soit un peu l'avis des démonstrations de sécurité au cas par cas qui le fasse monter. Voilà, puis des guides plus particuliers sur le rôle la place de la cyber, le rôle des organismes qualifiés, puis le traitement des événements. Là, c'était le traitement ex post, c'est la façon dont les retours d'expérience sont traités. Voilà, donc j'étais un petit peu long, mais ça me permet de faire écho aux premières recommandations, donc pour redire que voilà, il y a un certain nombre de choses sur la démonstration de sécurité et l'intervention à distance qui sont dans les tuyaux, d'autres un peu plus délicats, moins regardés pour l'instant, sur lesquels les suites ne sont pas évidentes sur l'impact environnementaux et débat public. Voilà. Ben bien, merci beaucoup pour votre participation. Donc Raja, je vais de nouveau te céder. Merci, au revoir. Merci beaucoup. De nouveau te céder la parole pour que tu puisses reprendre l'exposé en ce qui concerne l'avis numéro 2 sur le véhicule autonome, enjeux d'éthique, donc de notre comité national pilote d'éthique du numérique. Pas du micro. Bien, merci. Donc, je voudrais aussi remercier Monsieur Delage parce que les relations avec la mission et avec les DG Team sont excellentes, étant donné qu'il y a eu beaucoup d'échanges et on voit la réactivité au niveau de la prise en compte de certaines de nos préconisations qu'il a été possible de mettre en œuvre et aussi des études qui sont engagées. Donc, pour terminer cette présentation, j'avais commencé par parler des questions d'éthique sociale qui sont liées à la motivation pour le déploiement de ces véhicules à conduite automatisée, l'autonomie des personnes, les enjeux économiques. Alors, ce que nous préconisons, en fait, c'est quelque chose qui est lié à plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est que, et je crois que M. Delage l'a exposé, c'est que, étant donné que le déploiement de ces véhicules implique une certaine infrastructure, implique un certain nombre de moyens, disons, locaux, et puis implique aussi des décisions sur la réglementation locale de la circulation des véhicules, eh bien, que, compte tenu de cela, de l'impact local à un territoire sur les services, l'emploi, les métiers, en particulier quand il s'agit de véhicules, par exemple, de transport en commun, eh bien, qu'il y ait des consultations citoyennes. Attention, le terme consultation citoyenne ne signifie pas enquête d'utilité publique, hein. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un terme consacré, hein. C'est donc quelque chose qui restera à clarifier les moyens de cette consultation citoyenne, mais impliquer les parties prenantes, c'est-à-dire les citoyens, pour ce qui concerne le déploiement de véhicules de transport public ou de véhicules privés ou privatifs à conduite automatisée sur un territoire donné. D'autre part, il incombe, selon nous aussi, donc c'est une préconisation, qu'il y ait une certaine équité dans le déploiement des infrastructures. Et donc qu'il y ait un plan national de développement équitable des infrastructures de manière à permettre l'accès à toute la population sur le territoire national à ces nouvelles technologies, à ces nouveaux services. Il y a une question aussi qui est rarement évoquée, c'est celle de l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on est déjà dans le véhicule à conduite automatisée, mais faut-il encore pouvoir y accéder. Or, des personnes en situation de handicap ont souvent besoin d'assistance pour accéder à un tel véhicule. Donc, de ce fait, cette assistance est effectuée par une personne humaine, qui est un pléonasme. Donc, ceci doit être pris en compte, et interpelle aussi en disant bon, on peut déployer on peut dire que c'est quelque chose qui va permettre une meilleure accessibilité, mais encore faut-il prévoir tout ce qui entoure
la possibilité de cette accessibilité. Et s'il y a une personne qui permet l'accessibilité, éventuellement, cette personne pourrait conduire d'ailleurs le véhicule, ne serait-ce que partiellement. Ce qui aussi pose la question, par exemple, de l'accompagnement des enfants. Est-ce qu'on va laisser un enfant tout seul dans un véhicule à conduite automatisée? Donc toutes ces questions-là sont ouvertes, mais il est important de les poser et, pour des questions justement d'équité, de les traiter. Donc ça fait partie aussi de nos préconisations. Et finalement, étant donné l'automatisation de la conduite, eh bien, toute automatisation a un impact qui peut être positif, qui peut être négatif, sur une filière, aussi bien en termes d'emploi, de métier et de développement. Eh bien, cet impact doit être étudié et il ne l'est pas suffisamment encore de manière à gérer de manière prévisionnelle les emplois, les formations, les compétences, d'investir dans les secteurs émergents, de ne pas, disons, simplement subir éventuellement des conséquences, mais les anticiper et les anticiper aussi dans des investissements qui puissent avoir un effet positif. Donc ça, c'est une série de préconisations. La dernière série de préconisations concerne l'éthique environnementale. Donc, est-ce que la conduite automatisée va avoir un impact environnemental? Eh bien, la question, en fait, est en réalité posée. Et c'est ce que nous faisons. Bien sûr, il s'agit majoritairement de véhicules électriques. Donc, le véhicule électrique en soi est un sujet par rapport à la consommation énergétique, la production d'électricité, les terres rares, etc., qui rentrent dans les batteries. Mais ici, on a un véhicule électrique qui va avoir du calcul embarqué et qui va avoir des télécommunications avec une infrastructure qui elle-même, bien sûr, pour fonctionner, va avoir un impact énergétique. Donc, la question se pose sur la consommation énergétique de l'ensemble. Elle se pose aussi sur l'empreinte au sol, par exemple s'il y a des voies dédiées pour permettre l'accès des véhicules. Elle peut avoir, la question est liée aussi à la mobilité. Est-ce que ça va permettre d'augmenter la mobilité? Est-ce qu'on va avoir des effets rebonds, c'est-à-dire par exemple des véhicules à conduite automatisée circulant à vide pour permettre un accès plus rapide, disons, aux clients, aux futurs usagers, de manière donc à couvrir un territoire, un peu comme font, disons, les taxis en maraude, hein, mais les taxis en maraude conduits par des personnes ne vont pas être infatigables à tourner en rond un peu partout. Donc on peut, contrairement à ce qu'on pourrait s'y attendre, non pas avoir une réduction de la circulation, mais une augmentation de la circulation. Mais tout cela, il faut poser les questions et les étudier. Et donc, ceci exige donc une réflexion sur ce point. Enfin, il y a la question de l'homologation environnementale qui doit être globale. Il ne s'agit pas d'examiner le véhicule de la marque X, mais véhicule plus infrastructure matérielle et numérique, hein, c'est l'ensemble qui va être consommateur d'énergie, et c'est cet ensemble qui doit être donc homologué du point de vue environnemental, parce que c'est cet ensemble qui va fonctionner et avoir un impact en termes de énergétique, en termes donc d'impact climatique, le cas échéant, ou en termes aussi, donc, comme je l'ai évoqué, d'infrastructures matérielles, de leur implantation. Enfin, donc, il y a la question du fret. Les véhicules à conduite automatisée, c'est pas uniquement des voitures ou des véhicules qui transportent des personnes, mais qui peuvent transporter des marchandises. Et l'intérêt de l'automatisation du fret, donc de camions, c'est qu'on peut avoir des systèmes en convoi. Parce que du point de vue, disons, technique, l'automatisation permet des distances de sécurité plus faibles entre camions. Et vous pouvez avoir un convoi, un train de camions, si vous voulez, sans lien physique, qui circule. Alors ceci a un impact évidemment. Donc l'intérêt, c'est que bien sûr, quand on a un convoi, il y a un gain, parce que le premier véhicule va prendre la résistance de l'air, mais les suivants vont être
au contraire se voir faciliter le passage. Et cette mise en convoi a néanmoins un impact sur les métiers, bien sûr, de chauffeur routier, un impact sur les autres usagers de la route, parce que maintenant qu'il y a des convois, ça veut dire qu'il y a des voies, faut-il les dédier? Et finalement, la réflexion nous a amené aussi à dire qu'il faut mener un travail sur le transport multimodal, c'est-à-dire ne pas se focaliser dans ce contexte-là, parce que justement, on s'approche de la possibilité de mise en œuvre de transports multimodaux qui soient respectueux de l'environnement, compte tenu justement de l'évolution des moyens techniques, et donc aussi étudier cet impact sur les différentes parties prenantes. C'est toujours, c'est un principe, hein, impact sur les métiers, impact sur les autres usagers. Voilà, pour terminer, donc ça c'est l'ensemble de nos préconisations, les 19, et par rapport à, par exemple, à ce que a été discuté sur la responsabilité, nous évoquons qu'il serait important de mener des études, donc c'est pas une préconisation, c'est un sujet d'étude. On identifie aussi dans le CNPEN des études à mener pour mieux cadrer, mieux comprendre les questions. Et ici, c'est au niveau de la responsabilité et la transparence. Parce que la question de la responsabilité entre les différents acteurs donc, a été cadrée globalement, comme l'a dit M. Delage, dans l'ordonnance d'avril 2021, mais pas dans les détails. Et donc, il y a plusieurs acteurs hein, qui sont parties prenantes, hein, le conducteur ou le gardien ou l'usager ou donc la personne qui ne conduit pas effectivement, mais qui est à l'intérieur du véhicule, qui possède le véhicule, le cas échéant, s'il s'agit d'un véhicule privé, ou l'entreprise qui possède une flotte de véhicules, le constructeur, le fabricant spécifique de la technologie d'automatisation embarquée, le responsable des infrastructures et de la transmission de données, toutes ces entités, qui sont des êtres humains ou des organisations humaines et non pas le véhicule lui-même, ont un rôle qui peut être examiné en cas d'accident. Et quelles sont donc les responsabilités, détermination des responsabilités? Eh bien, M. Delage a dit au cas par cas. Il a tout à fait raison, parce que, comme dans les accidents d'avion, si vous voulez, c'est au cas par cas. Hein. Mais il faut bien identifier les responsabilités et puis leur rôle. Mais pour faire ceci, il faut enregistrer des données, un peu comme dans les boîtes noires des avions. Et donc cet enregistreur de bord va enregistrer énormément de choses, y compris des informations qui concernent les personnes qui sont à l'intérieur du véhicule. Non seulement leur trajet, mais le cas échéant en plus, leur comportement. Voilà. Donc il est important qu'ils soient bien informés. Donc c'est un sujet sur les questions de données personnelles, la CNIL cadre cela, mais il faut aussi que cette information soit contractuelle, c'est-à-dire j'achète une voiture, le cas échéant, ou j'utilise une voiture, je dois savoir que certaines données vont être enregistrées sur moi. Et évidemment, la question qui nous intéresse aussi, c'est la réparation rapide du préjudice en cas d'accident. Et donc, un moyen, c'est le fonds de garantie qui soit alimenté par différentes parties à la création du véhicule, mais c'est un moyen. Mais le sujet est à l'étude aussi, de manière à ce que pendant l'enquête, si vous voulez, les victimes ne soient pas juste en train d'attendre pour être indemnisées. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Donc, juste, je montre le nom des différentes personnes et qui sont intervenues dans la création de ce document et aussi les différentes personnes que nous avons auditionnées, parce que le travail du CNPEN, du comité, s'alimente des auditions que nous avons menées, que nous menons avec soit des spécialistes, soit des personnes parties prenantes à divers titres pour recueillir aussi leur point de vue. Merci. Merci Raja pour ta présentation. Je t'invite à t'asseoir. Donc, je vous propose maintenant
de traiter les questions que vous posez en direct via le pad. Donc une première question qui peut-être s'adresser à Catherine et à Raja. Une personne nous dit qu'il y a une attention particulière sur la question des véhicules à conduite autonome en zone urbaine, dans un environnement où en effet il y a de plus en plus de cyclistes. Est-ce que les deux modalités de mobilité, donc cyclistes, voitures, arrivent simultanément pour modifier nos usages ? Tu réponds ? Oui, je peux commencer à répondre à la question. Alors, il faut s'interroger d'abord sur quel type de mobilité on souhaite collectivement. C'est pour ça qu'on préconise d'avoir des consultations citoyennes d'ailleurs. Quel type de mobilité on souhaite à l'intérieur des villes et à l'intérieur, surtout dans les centres-villes, c'est-à-dire est-ce que l'on souhaite toujours avoir des véhicules, qu'ils soient manuels ou automatisés d'ailleurs, ou est-ce que au contraire on déporte l'usage des véhicules en dehors des centres-villes avec un maillage plutôt de véhicules de transport en commun, éventuellement automatisés, mais qui seraient peut-être sur des voies spécifiques, laissant toute la place et la place qu'ils méritent aux piétons et aux cyclistes. Donc là, en fait, c'est une question plus politique de décision de ce que l'on veut faire de nos centres-villes en matière de mobilité. Raja, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, donc effectivement, je veux dire, la manière dont on circule, c'est un mode de vie. Et nous avons, depuis plus d'un siècle, façonné notre environnement de manière à circuler en voiture. Les villes sont faites pour les voitures. En premier lieu, depuis plus d'un siècle. Et donc les choses changent, et je pense que les villes doivent changer, mais c'est de l'infrastructure lourde, donc ça ne va pas changer aussi facilement. Les modes de transport que nous souhaitons utiliser sont à définir. La technologie vélo et vélo électrique, entre parenthèses, à améliorer la possibilité d'accéder à des véhicules de transport individuels, mais on ne peut pas tout faire en transport individuel, donc des transports en commun ou des transports pouvant transporter donc des personnes et des objets comme le fait la voiture. Tout ça, c'est des questions qui doivent être posées. Je pense que c'est une question collective qui doit être traitée, consultation citoyenne, mais réflexion éclairée par les possibilités technologiques, par les impacts. C'est ça qu'il est important de mener, et non pas des décisions a priori qui sont uniquement liées à une décision soit de politique locale ou politique nationale ou économique, bien sûr. Donc cette réflexion, je pense, est importante parce qu'elle va déterminer notre mode de vie. Un dernier point, c'est l'inclusivité. Alors, vélo, trottinette, c'est très bien, mais il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas prendre des vélos et des trottinettes. Et donc, ces personnes doivent être, on doit en tenir compte. Est-ce qu'il faut des transports en commun ou des transports individuels d'une autre nature? Tout cela doit être effectivement pris en compte sans exclusive et de manière à consulter donc l'ensemble des citoyens. Peut-être une autre catégorie de personnes dont on doit tenir compte, c'est une seconde question. Qui fait remarquer qu'en consultant plusieurs médias, on remarque que les passionnés d'automobile ne partagent pas forcément le fait que la conduite soit automatisée. Est-ce que vous avez donc étudié cette question des conducteurs passionnés par la conduite ? Oui, alors ça n'est pas ressorti sous forme de préconisation, mais effectivement, lors de nos discussions au sein du groupe de travail, nous avons évoqué donc la question des personnes pour qui la conduite est un plaisir, voire un loisir. Donc effectivement, et on a immédiatement fait la comparaison avec le cheval, puisque peu à peu la voiture automobile a remplacé le cheval, et le cheval, à quelques exceptions près, est devenu donc une pratique de loisir ou de passion, effectivement. Alors, est-ce qu'on va vers donc une pratique de l'automobile en conduisant le véhicule comme une pratique de passion ou de loisir? C'est une question qui peut être posée effectivement, sachant que la plupart du temps, à l'heure actuelle, le véhicule est un objet fonctionnel qui rend des services
et qui est même bien ennuyeux la plupart du temps, puisqu'il y a des embouteillages, il y a des contraintes, etc. Donc voilà, est-ce que on va vers une pratique de l'automobile qui serait plus une pratique sportive, de loisirs, de passion? Voilà, c'est une question qui est posée. Alors, autre question, est-ce que l'équité ne devrait pas prendre en compte les besoins particuliers des territoires? J'ai déjà commencé un petit peu à aborder cette question tout à l'heure. Tu veux répondre? Oui, bien sûr, les besoins particuliers des territoires, on n'a pas les mêmes besoins dans une ville bien maillée en termes de, par exemple, commerce, et dans une ville ou dans une région qui l'est beaucoup moins. On a beaucoup moins de besoin de transport. Mais justement, l'équité ne doit pas être pensée dans le cadre actuel, en quelque sorte. C'est-à-dire sans rien changer par ailleurs. Parce que, comme je l'ai dit, comme nous le disons, la ville a été conçue en fonction de la voiture. Les commerces ont été disposés dans les banlieues, loin du centre, pour faire masse, et tenant compte du fait qu'il y a des voitures qui vont y aller. Eh bien, on peut penser autrement. Et c'est pour ça que c'est une réflexion vraiment globale. Je pense, nous partageons entièrement ce point de vue, de réfléchir le mode de vie, les modes de vie que nous souhaitons, compte tenu de tous les éléments dont nous pouvons disposer aujourd'hui du point de vue technologique, et compte tenu de l'impact sur les emplois, les métiers, la vie quotidienne, etc. Et l'équité, c'est effectivement, doit se manifester en tenant compte de ces besoins, revenir peut-être à des choses qui ont été abandonnées parce que la voiture a rendu leur abandon possible, et que ce n'était pas forcément la meilleure chose à faire. Oui, si je peux juste compléter, dans le texte de l'avis, nous évoquons en particulier la réflexion qu'il devrait y avoir sur remettre de la proximité, proximité donc des commerces, comme Raja l'a évoqué, mais aussi d'autres services, hein, les postes, les médecins, etc., pour justement que chaque citoyen puisse avoir donc des services, des commerces à proximité et sans forcément prendre la voiture. Et donc peut-être penser l'usage de véhicules à conduite automatisée avec des services qui seraient plus proches, et donc un usage limité du coup de ces véhicules. Bien. Donc autre question qui porte sur le fait que le véhicule autonome semble être, en tout cas à l'heure actuelle, un produit expérimental, et non plus au final, en fait, un produit accessible à la plupart des foyers, ce qui pose une question éthique supplémentaire d'accessibilité. Mais peut-être que, comme dit Raja, il faut reconsidérer les choses. On ne peut pas réfléchir à un temps T aujourd'hui. Ce véhicule autonome, chaque foyer ne va pas posséder un véhicule autonome de toute façon. Donc je te laisse répondre à la question. Est-ce qu'on a évalué le coût de mise en production de la réglementation et de l'acceptabilité éthique Oui, enfin, il y a des éléments dans les préconisations, mais il y a aussi des réflexions qui sont de bon sens. Le besoin, le véhicule est d'abord un besoin aujourd'hui. Donc, c'est ce besoin qu'il faut remettre en cause. Le véhicule, il ne s'agit pas non plus d'être anti-véhicule, hein, parce que c'est bien aussi de se déplacer quand on en a besoin et quand c'est possible et quand parfois on en a envie. Hein. Mais ça peut se traduire par plusieurs modalités. Hein. C'est finalement ça qu'il faut avoir en tête. Alors, je ne sais pas si la question précisément porte sur le fait que le véhicule étant expérimental, il n'est pas accessible parce qu'il est expérimental pendant un certain temps. Une fois que les expérimentations ont été bien avancées et que on maîtrise de mieux en mieux les solutions techniques et les contextes de déploiement, ils vont devenir de moins en moins expérimentaux et de plus en plus commerciaux, c'est-à-dire utilisables par tout le monde. Il y a déjà d'ailleurs quelques déploiements de véhicules à conduite automatisée pour le transport en commun, des navettes de transport par exemple. Et
ce qui donc augmente l'accessibilité. Mais il y a effectivement un questionnement sur le véhicule individuel à conduite automatisée, comme on possède aujourd'hui un véhicule individuel. Et cette question, pour nous, elle est posée, hein, de l'intérêt de posséder un tel véhicule pour tout le monde. Pourquoi? Eh bien, d'une part, parce que la nature conduite automatisée du véhicule favorise le partage. Combien de temps passons-nous dans nos voitures, pour ceux qui en ont aujourd'hui, et combien de temps ces voitures passent au garage? Donc, il y a énormément de voitures qui dorment au garage et qui sont utilisées très rarement. Si les véhicules étaient partagés, d'abord, ce serait beaucoup plus logique du point de vue, disons, de la production, de la mise en œuvre, etc. Et ça gênerait pas grand monde. Finalement, donc il y a cette question de bon sens et économique aussi là-dessus. Et ça doit être aussi quelque chose qui doit être considéré. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. C'est bon là? Oui. J'avais une question sur en fait la transition entre la situation actuelle et puis la transition qu'on pourrait imaginer où beaucoup de véhicules soient à conduite automatisée. Comment est-ce qu'on va passer progressivement entre la situation d'aujourd'hui et cette situation qui pourrait être une cible? Et en particulier, comment adapter l'apprentissage de l'utilisation de certaines fonctions d'automatisation. On parlait dans l'introduction d'utilisation, par exemple, de cruise control, donc du contrôle de la vitesse, du calcul de tenir la distance entre deux véhicules, etc. Comment est-ce qu'on va apprendre à utiliser ces différentes fonctions? Et donc, est-ce que le permis de conduire est amené à être modifié progressivement? Oui, merci Claude pour cette question. Donc, effectivement, nous avons préconisé dans l'avis d'étudier cette question, c'est-à-dire en quoi l'objet véhicule à conduite automatisée, sous réserve qu'il y ait des véhicules à conduite automatisée privés, hein, ça c'est ce qu'on a dit, ce qu'on vient de dire. Donc imaginons qu'il y ait que tout un chacun puisse acheter ou louer un véhicule à conduite automatisée. Effectivement, en quoi cet objet diffère de l'objet actuel? Donc ça c'est une première question. Donc en quoi justement la formation donc à la conduite doit être adaptée et modifiée en fonction. Alors, comme tu viens de le dire, dans la période de transition, si période de transition il y a, c'est-à-dire si on imagine que des véhicules à conduite automatisée vont être inclus dans la circulation générale au même titre que les autres véhicules, donc sans voie spécifique ni rien du tout, comment l'interaction entre les véhicules à conduite automatisée et les véhicules à conduite manuelle va se passer, c'est-à-dire tant pour les conducteurs de véhicules à conduite manuelle, comment ils sont informés, comment ils sont informés des réactions de ces véhicules, etc. Est-ce qu'il faut aussi adapter la formation du permis de conduire classique, disons, puisqu'il y aura d'autres objets dont le fonctionnement est différent dans la circulation générale? Et puis aussi pour les véhicules à conduite automatisée, si l'utilisateur conducteur est amené à reprendre en main, mais comment il va faire cette reprise en main, compte tenu que l'objet qu'il a entre les mains n'est pas tout à fait la même chose qu'un véhicule classique. Donc cette période de transition semble un petit peu compliquée. Imaginons des voitures à conduite automatisée sur la place de l'Étoile à 1 heure d'affluence. Ça risque d'être un petit peu compliqué à gérer. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, la question de la transition est essentielle parce que c'est la période charnière où vont se passer sans doute la plupart des accidents ou des problèmes compte tenu des styles de conduite différents, etc. Donc, ce qui est tout à fait
logique, mais qui est aussi dictée par le progrès technique sur la réalisation des systèmes, c'est que ça se fasse de manière progressive et pas partout. Donc, par exemple, sur autoroute, la situation est relativement simple. Tout le monde, normalement, roule dans le même sens avec des vitesses comparables. Donc, environnement plus simple, situation plus simple, ça veut dire automatisation plus facile à réaliser. Et donc, ces modalités vont déjà être déployées plus rapidement, technologiquement parlant, ou bien des situations de conduite particulières, par exemple les embouteillages, où on va juste avancer, en espérant bien sûr qu'il y en aura de moins en moins, ou bien les manœuvres de stationnement tout à fait local, parking, ou bien dans des sites protégés, donc des sites qui peuvent vous arrivez par exemple, mettons dans un aéroport, et bien là tout ça c'est bien balisé, l'infrastructure est là, tout ça, et puis le véhicule peut éventuellement continuer tout seul pour aller à une place de stationnement. Donc ces cas particuliers vont permettre de s'accoutumer avec l'existence de ces véhicules, avec nos modes d'interaction avec eux. Ça risque d'être d'ailleurs pendant longtemps les modalités les plus communes, sinon uniques, de déploiement. Parce qu'au centre-ville, comme l'a évoqué Catherine, c'est bien sûr hors de question aujourd'hui, y compris technologiquement. C'est pas seulement du point de vue légal, etc. Donc, cette période de transition qui sera plus ou moins longue permettra de s'accoutumer, permettra d'expérimenter en même temps, entre parenthèses, et permettra aussi de voir l'utilité, jusqu'où on peut aller dans l'utilité de ces véhicules, et donc les compétences des personnes qui vont utiliser ces véhicules après vont être, disons, améliorées, accrues, adaptées, hein, à partir de ces situations-là, je pense. Après, on peut penser à d'autres, si ça arrive, hein, à des déploiements dans des situations plus complexes, mais ça va prendre, je pense, quelques temps déjà. Merci Raja, merci Catherine pour avoir répondu aux questions posées à la fois dans la salle et à distance. J'aimerais également remercier Jean-Gabriel Ganassia et Xavier Fresquier que vous avez vu apparaître de temps en temps, qui a assuré l'aspect transition hybride, pas forcément facile à assurer. Et puis surtout, vous souhaitez à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année. Merci.